Bonjour et merci de nous suivre dans cette interview que nous accorde M. Jean-René Bongi Efumba Efolote. Monsieur le professeur, j'ai bien répété votre nom? Non, c'est Bongi Efonda Efolote, Jean-René. Excusez-moi pour l'avoir écorché un peu. Non, merci pas. Il est professeur de relations internationales à l'UNIKIN. Nous lui disons merci pour avoir accepté notre invitation, afin que nous puissions discuter de la question qui préoccupe l'opinion, connue par tous, la résolution du conflit éternel qui endeuille beaucoup de familles dans l'Est de la République. Monsieur le professeur, ça fait plus de 25 ans que le Congo connaît des difficultés sécuritaires dans sa partie Est, notamment dans le Nord Kivu et aujourd'hui c'est l'Ituri. On dénombre plus de 10 millions de morts et d'après mon calcul, ça fait plus ou moins 5 pays africains qui sont disparus et on parle d'un pillage systématique de nos richesses. Et pour remédier à cette situation, les différents gouvernements qui sont succédés ont usé de la force, de la diplomatie, des négociations avec le mouvement rebelle, mais il semble que la paix ne vient toujours pas. Le dernier épisode, c'est la énième attaque du mouvement M23 qui a pris quelques localités dans la province du Nord Kivu. Et le gouvernement, comme d'habitude, a lancé une grande opération militaire et notamment la diplomatie. Pour ce qui vous concerne, nous allons essayer d'évaluer si les efforts diplomatiques de la RDC sont en même, cette fois-ci, de résoudre la question en permettant à ce peuple de vivre en paix comme il le souhaite. La première préoccupation, c'est par rapport à la qualification de ce qui se passe à l'Est. Il y a une controverse, que ce soit par le gouvernement étranger accusé et même par la qualification retenue par certaines autorités internationales. Est-ce qu'on peut parler de cette attaque du M23 et la qualifier comme une agression? C'est quoi l'agression et quels sont les éléments qui peuvent nous aider à l'établir en droit? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Comme vous le savez, la situation qui prévaut à l'est de notre pays, c'est une situation vraiment inquiétante. Et c'est ainsi que les efforts ont été déployés depuis des années pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Alors, puissiez-vous parler de la dernière situation avec l'attaque du M23 et notamment la prise de Bunagana? Est-ce une agression? Prenons d'abord le terme agression. L'agression a été définie par la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies, que souvent c'était vraiment difficile d'identifier une agression. Et quand on prend cette définition, on prend en même temps la jurisprudence internationale en ce qui concerne les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua contre celui-ci, avec l'appui que le gouvernement américain avait apporté aux rebelles. La situation qui prévoit actuellement, c'est une agression suite à l'appui militaire, logistique, stratégique apporté au M23 par la République du Rwanda. Et ça constitue une participation, même pas directe, mais indirecte aussi, du Rwanda dans les hostilités. Et l'appui qu'il apporte à ce mouvement, ça constitue ni plus ni moins qu'une agression au regard de la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais il se fait que, interrogé sur la question, le Rwanda renvoie le Congolais à l'interne en disant que c'est une guerre congolo-congolaise. Il s'agit d'une guerre civile et que lui exige qu'on apporte de preuves. Oui, mais la preuve, c'est d'abord l'appui militaire et puis la présence avérée et confirmée par certains spécialistes. Il y a même, je crois, une structure américaine qui a prouvé la participation du Rwanda aux côtés du M23. Et puis, on ne doit pas se le cacher, ce mouvement, en cas d'attaque ou en cas de problème, ce mouvement-là s'est retiré. Donc, vous savez, on ne peut pas se servir d'un territoire d'un pays étranger pour constituer une base arrière pour une rébellion. Mais à partir du moment où le M23,
qui se trouvaient, n'est-ce pas, sur le territoire, il y a une partie qui est en Ouganda et aussi au Rwanda. À partir du moment où ces gens ont pu s'entraîner, plus l'attaque, on ne peut pas l'improviser. Une attaque se prépare, une attaque se conçoit. C'est l'affaire des experts, c'est l'affaire vraiment des spécialistes en guerre qui se préparent et on amène toute la logistique. Ce n'est pas une attaque improvisée, c'est une attaque bien préparée depuis des années, ou peut-être pas des années, mais même depuis des mois, pour occuper Bunagana. Et pourquoi Bunagana? Dans quel contexte on a occupé Bunagana? Mais c'est dans le contexte, il faut isoler le cas de Bunagana par rapport à ce qui se passe à Nairobi. Et comme vous rappelez très bien, le mouvement F23 a été exclu, n'est-ce pas, des rencontres ou réunions, concertations des gens. Et pour eux, il fallait mettre le gouvernement congolais devant un fait. Occuper un espace important. Et les contraintes à négocier. Oui, pour occuper cet espace important. Priver le gouvernement de la RDC de ses recettes, permettre ça, ce même mouvement, de pouvoir refaire sa santé financière en occupant Bunagana, puis c'est quand même un poste frontalier important. Et en même temps aussi exiger leur retour, leur intégration aux concertations qui se déroulent à Nairobi. Donc c'est une pression, moyen de pression sur le gouvernement congolais. Parce que nous parlons de diplomatie, monsieur le professeur, nous avons assisté à plusieurs voix du chef de l'État lui-même qui s'est rendu dans des pays limitrophes. Et le ministre des Affaires étrangères a reçu beaucoup de délégations, il est même parti en Europe. Mais malheureusement, dans toutes les communications qui sortent de ces interlocuteurs, on ne qualifie pas ce qui se passe de l'agression. Et ce qui est drôle, le Congo est signateur du dernier communiqué final de l'accord pour le déploiement des troupes dans l'Est de l'AEC. Mais dans cet accord, signé par le gouvernement congolais, on ne parle pas de l'agression. Comment se fait-il que le Congo pas accepté de signer un document qui ne qualifie pas le fait que lui-même qualifie d'agression? Et ce n'est pas une façon de renoncer à cette qualification directement. Non, vous savez, la diplomatie, c'est réalité. Le Congo venait d'adhérer, bien que c'est un processus qui a commencé depuis 2019, nous venons d'adhérer à cette organisation sous-régionale. Mais je crois que les autres États, c'est peut-être par prudence, pour ne pas aussi trop gêner le Rwanda. Vous savez aussi, en diplomatie, il y a toujours une complaisance. Et on n'a pas voulu expressément reconnaître cette agression et puis clairement condamner le Rwanda. Mais n'oubliez pas que même, il s'est posé aussi le même problème en 1998. Quand il y a eu la guerre, quand la guerre a commencé le 2 août, les Nations Unies ont mis du temps pour reconnaître que c'était une agression. Et puis à l'époque, c'était toujours la même stratégie, d'armer les Congolais, de leur donner des moyens, la logistique militaire pour attaquer leur propre pays. Et en ce moment-là, on est couvert, on dit non, ce n'est pas ici une affaire congolo-congolaise, c'est la répétition de l'histoire en fait. Et je crois que dans les jours à venir, les mois à venir, je crois, il y aura des preuves. Et puis je crois que l'opinion de la communauté internationale pourra changer. Et je crois que même si au niveau de l'EAC, il n'y a pas une condamnation claire, mais il y a déjà, vous avez suivi la position des États-Unis, la France et les autres, c'est déjà un bon départ pour notre diplomatie. Monsieur le professeur, la diplomatie, c'est un jeu de force. Et depuis 25 ans, que cette guerre dure, on a utilisé beaucoup de sommets, beaucoup de négociations, on n'a pas toujours à une solution. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui le Congo a les éléments de sa puissance pour faire parler sa diplomatie et l'utiliser comme un instrument politique et ramener la paix à l'Est? Ou qu'est-ce qui lui manque en tant que spécialiste? Merci, il faut voir d'abord d'où nous venons. Oui. D'où nous venons, à un moment donné, il y a eu quand même, s'il faut le reconnaître, une faiblesse diplomatique de notre pays. Mais actuellement, depuis 2019, avec toutes les visites que les chefs de l'État effectuent, avec les contacts diplomatiques qui ont été pris, le Congo redevient un pays fréquentable. Tel qu'on voit le Congo aujourd'hui, ça redevient un pays fréquentable. Avec les missions qui arrivent, avec le soutien, avec les programmes que nous avons avec les institutions de Bretton Woods, c'est quand même quelque chose de très important. Mais attention, un État dans sa politique étrangère a deux éléments. Il y a l'élément diplomatique, avec la négociation, donc diplomatie comme un moyen à travers lequel un État conduit sa politique étrangère. Mais il y a aussi un élément important qui va de pair avec la diplomatie qu'on appelle l'élément stratégique, c'est-à-dire la force armée, qui constitue un élément de dissuasion pour un gouvernement. Pendant que nous sommes en train de nous référer à notre diplomatie, mais en même temps, on ne doit pas négliger l'aspect militaire. Nous devons aussi renforcer notre armée
comme actuellement aussi, selon les informations de notre possession, il y a quand même beaucoup de moyens qui sont mis à la disposition de l'armée. Mais c'est question aussi que la RDC puisse continuer davantage, pas se décourager, mais peaufiner encore d'autres stratégies. Puisse en même temps qu'on recourt à la diplomatie, mais en même temps qu'on recourt à l'élément stratégique, et ça pourra nous aider à aller de l'avant. Vous avez touché un élément stratégique, je ne voulais pas vous embarrasser parce que peut-être que vous n'êtes pas expert du domaine. Vous avez parlé de l'armée. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que le Rwanda, qu'on dit être un petit pays qui entre dans notre pays 89 fois, peut comme ça nous tenir le bout du nez pendant si longtemps? Qu'est-ce qui manque à l'armée congolaise pour faire face? On parle de l'infiltration, on parle de l'impréparation, des organisations. À votre niveau, à quel niveau se situe le déclin au niveau de nos forces de défense? Non, il faut reconnaître le travail abattu par les FARDC. Les FARDC sur le terrain se comportent très bien. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, sur le plan international, la guerre est psychologique. La guerre est en même temps qui est psychologique, elle est en même temps stratégique, elle est en même temps financière. Et que la stratégie en fait des autres, c'est quoi? Vous savez, la guerre au Congo, c'est toute une stratégie. Affaiblir la RDC et en même temps faire certains États voisins de puissants. Et qu'il y a des États qui ont intérêt jusqu'à aujourd'hui à voir la RDC s'enliser toujours dans une situation infernale de conflit. Et en ce moment-là, c'est leurs exportations qui augmentent et ça leur permet de se doter de beaucoup de mal. Donc, ce que nous on peut dire au stade actuel, c'est qu'il faut continuer à faire confiance à notre armée. Et en même temps aussi, il y a un élément important, vous savez, dans une guerre, le soutien de la population. Et c'est un élément déterminant. Et vous voyez aujourd'hui, avec l'engagement des Congolais, à côté de leur armée, ça constitue quand même un élément psychologique très important. Alors, vous savez, même les grandes armées, pendant les grandes guerres, il y a parfois des effets de surprise. Vous êtes surpris, vous battez en retraite et vous allez vous préparer pour contre-attaquer. Nous sommes sûrs que les FARDC ayons confiance en notre armée. Et puisque nous n'en avons pas deux, la MONUSCO, ce n'est pas une armée de la RDC. Même la force qui viendra, ce n'est pas une armée de la RDC. Ce sont des forces qui viennent en appui à une ossature nationale qui existe déjà. Et faisons confiance, n'est-ce pas, à notre armée. Et nous sommes convaincus, nous sommes sûrs que qu'on tienne bon, comme le disait Feu Tien Tshisekedi, tenez bon, la victoire est certaine. Oui, le Congo vaincra et je crois que nous devons toujours continuer à tenir bon, à soutenir le gouvernement, à soutenir le chef de l'État pour que nous puissions aller de l'avant. Et la victoire est certaine, le Congo vaincra. L'intégrité territoriale du Congo, ça c'est vraiment quelque chose où on ne peut même pas négocier. Le Congo va garder ses frontières et je crois qu'un jour nous allons gagner. Il y a des sorties médiatiques de deux chefs d'État de la sous-région qui s'est effectuée dans ces temps, dans ce contexte troublant. La première, c'est celle du président Museveni de l'Ouganda, qui dit que l'Ouganda a connu beaucoup de guerres et l'Ouganda s'est défendu seul et n'a jamais fait appel aux troupes étrangères. Et il dit que c'est toujours dangereux de confier sa défense aux étrangers. Et Paul Kagame interroge sur la question de la RDC, il dit que le Congo s'agite. Vous n'avez pas l'impression que beaucoup de marches, beaucoup d'écrits, alors que sur terrain nous perdons de comment on appelle ça, de postes et nous n'arrivons pas à consolider même la position que nous gagnons. Est-ce que vous sentez que le fait que le Congo fasse recours chaque fois à la sous-région et le fait que nous puissions voir une très grande mobilisation peut donner raison à ces deux présidents qui critiquent la démarche congolaise? Merci beaucoup. Vous savez, en matière de conflit, il y a une catégorisation. Quand nous prenons la situation qui a prévalu en Ouganda, c'était l'Ouganda contre une rébellion interne. Quand nous prenons la situation du Rwanda, c'était l'armée rwandaise contre une rébellion interne. La situation de la RDC n'est pas la même. La situation de la RDC, oui, il y a des grosses armées internes, nous en avons aujourd'hui, je crois, peut-être une centaine. Mais en même temps aussi des forces étrangères qui opèrent en République démocratique du Congo. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec la situation qui s'est passée en Libye, après la mort de Kadhafi, il y a aujourd'hui une criminalité transfrontalière. Oui, toutes les armes qui sont reversées à la frontière et qu'au Congo aujourd'hui,
Nous avons, il y a presque 15 ou 20 nationalités. Il y a les Tanzaniens, il y a les Somaliens, il y a les Ougandais, les Rwandais, ainsi de suite. Et que cette situation du Congo est une situation qui amène, je crois, qui pousse à une coopération sous-régionale. Sous-régionale, pourquoi? Parce que la situation qui se passe dans notre pays, il y a des financements, il y a des États qui sont voisins, qui nous entourent, n'est-ce pas, et qui apportent leur appui à ces mouvements rebelles, qui veulent que le Congo puisse devenir une terre ingouvernable, surtout l'Est de la RDC, avec tout ce qu'on apprend, avec le plan de balkanisation, le plan de déstabilisation. Est-ce que le Congo est grand? Est-ce que le Congo ne peut pas tenter l'expérience du Sud-Soudan? Et ainsi de suite. Et je crois que la situation du Congo est complexe. C'est qu'eux, ils ont dit que c'était leur rébellion interne. Mais la situation du Congo, elle est complexe. Elle est hybride. Et je crois qu'on ne peut pas, un État ne peut pas toujours compter sur l'appui extérieur. L'appui extérieur vient tout simplement comme un élément de soutien. Mais c'est d'abord l'armée interne. C'est d'abord votre propre armée qui doit se battre, qui doit s'engager. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Et si cette force régionale qui est annoncée, c'est tout simplement pour venir nous aider, pour venir nous accompagner. Mais la grande responsabilité incombe à l'armée congolaise. Monsieur le professeur, nous avons assisté à une grande déclaration lorsque le chef de l'État s'était déplacé aux États-Unis d'Amérique, où les Américains avaient déclaré une certaine année, l'année du Congo. Mais on se demande où sont passés les Américains pendant que nous nous battons à l'Est. Et il y en a même qui disent, mais pourquoi ne pas faire comme Centrafrique et Mali? Aller chez Poutine, il semble que c'est direct là-bas. Il vient et puis on amène la paix. Et c'est votre point de vue aujourd'hui que sur le plan international, le Congo pouvait changer de partenaire? Bon, en tant que pays indépendant et souverain, oui, il appartient, n'est-ce pas, au Congo de choisir librement, oui, ses partenaires. Et n'oubliez pas, vous savez, ce n'est pas toujours facile la situation du Congo. La Centrafrique peut faire venir les Russes, il n'y a aucun problème. Les autres pays, mais notre contexte aujourd'hui, signer un accord avec les Russes, bon, sur le plan stratégique, c'est bon. Mais sur le plan diplomatique, ça peut aussi avoir des conséquences. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Avec tout ce qu'on a comme minerais, comme ressources, comme accords avec les autres, ce n'est pas aussi facile. Mais comptons d'abord sur ce que nous sommes en train de faire. Ayons confiance en notre gouvernement, en notre armée, et je crois que les choses pourront évoluer positivement dans les jours à venir. L'avant-dernière question polémique, c'est l'adhésion qui est qualifiée de précipitée. Et sa coïncidence avec l'actuel conflit avec le M23 de la RDC à l'AEC. On s'est dit, mais nous sommes avec les Nations Unies, avec la MONUSCO. Nous sommes membres de l'Union africaine, SADC, CAEC. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous puissions nous jeter dans le bras de 5 pays qui de plus sont tous indexés comme agresseurs de la RDC? Est-ce que c'est un bon choix quand on sait que traditionnellement, chaque fois qu'il y a des conflits à l'Est, nous avons fait appel à la SADC, Marshal Mobutu, c'était l'Égypte et les autres pays. Mais pourquoi cette fois-ci offrir au bourreau le pays pour qu'il y mette la paix? Diplomatiquement, ce n'est pas une erreur. Et pourquoi cette précipitation? On signe au mois d'avril, déjà au mois de juin, on déploie de militaires quand on sait que le déploiement des troupes prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché qu'on voudrait imposer au gouvernement congolais par toute cette stratégie? Merci pour la question. Oui. Vous savez, l'adhésion à une organisation internationale, ce n'est pas quelque chose d'un jour ou de précipité, comme peut-être maintenant un cas exceptionnel avec l'Ukraine, à l'Union européenne. Mais notre adhésion à l'East African Community, le processus a commencé depuis 2019. Ça fait 3 ans, je crois qu'il y a dans l'un des discours du chef de l'État, il avait déjà annoncé la volonté de la RDC à pouvoir rejoindre cette communauté. Mais n'oublions pas aussi, parce que nous devons analyser les choses froidement. Nous devons vraiment les analyser froidement. Quand on prend la position géographique de la RDC, nous sommes un pays d'Afrique centrale. Mais en même temps, nous sommes aussi, nous partageons la frontière avec 5 États membres de l'EAC. Et que la plupart des marchandises qui entrent, nous sommes un pays semi-enclavé. Ça, c'est encore une autre réalité.
et que la plupart des marchandises qui entrent à l'est de la RDC, mais ça passe par où? Ça passe par Mombasa, ça passe par Dar es Salaam, ça passe par Kigoma. Et que sur le plan commercial, tout ce qui est consommé au nord, au sud, Kivu, toute la grande orientale, mais ça vient de l'Afrique de l'Est, ça passe par là. Les véhicules que nous avons aujourd'hui, les taxis qu'on appelle IST communément ici, que les gens appellent Ketch, la plupart viennent aujourd'hui de Kisangani. Oui. Ça n'entre pas par les ports de Matadou, le port de Boma. Donc nous devons être quand même réalistes sur le plan commercial. Sur le plan aussi toujours économique, l'entrée de la RDC, ça va constituer quand même un enjeu, bien que nous sommes 80 millions aujourd'hui avec les estimations d'habitants, et que c'est le même marché des consommateurs. Mais la plupart de nos importations passent par là. Mais au moins, on pourrait poser le problème dans ce qui concerne les défis maintenant à relever pour la RDC, vu notre faible production interne. Est-ce que ça n'aura pas un désavantage? Moi, je crois que non. Nous sommes quand même un pays de transit. La RDC va permettre de relier l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est. C'est quand même un élément très stratégique. Ce n'est pas offrir la RDC à ce bourreau. Vous savez, la France et l'Allemagne se sont battus pendant plusieurs années. Nous ne devons pas toujours voir seulement le présent, mais il faut aussi voir l'avenir. L'avenir du Congo, le commerce avec les voisins, l'intégration africaine qui constitue pour nous aussi une contrainte. Le fait aussi de faciliter à ce qu'on puisse relier les États africains en passant par le Congo, je crois que ce n'est pas aussi quelque chose de mauvais. Mais je le dis toujours, même à mes étudiants, quand je donne cours, que nous devons toujours être vigilants. Même si ce sont des troupes étrangères qui viennent chez vous, vous devez toujours être vigilants. Vous vous rappelez à l'époque avec l'intervention de l'armée américaine en Somalie, les Américains aussi, une grande puissance, mais les Américains ont échoué en Somalie, ils n'ont pas réussi à établir la paix. Donc, ces partenaires, s'il faut les qualifier ainsi, viennent pour nous assister. Mais en même temps, nous devons être vigilants, voir qui est avec nous. Les opérations militaires devront être coordonnées et que je crois que dans cet état-major réuni qui sera constitué, il y aura aussi des Congolais qui seront là pour voir et puis pour qu'on puisse défendre, n'est-ce pas, les intérêts stratégiques, militaires, diplomatiques, politiques et en même temps économiques de notre pays. Monsieur le professeur, sur le plan économique, vous parlez de l'intégration qui va créer un marché sous-régional. Mais déjà, lors d'un de mes passages à Bounia, il y a un professeur de l'économie qui m'avait dit que si vous redoutez la balkanisation, sachez que la balkanisation économique de la RDC s'est déjà opérée. Parce que tout ce qu'on consomme en province orientale, vous l'avez dit, vient de l'Ouganda et du Rwanda. Tout ce qu'on consomme dans le Grand Kassai, dans le Kassai, ça vient de l'Angola. La plupart des choses que Kinshasa consomme, surtout pour certains articles, viennent du Congo-Brazzaville. Le Congo ne risque pas d'être un port sec international, juste un point de passage qui ne capte rien et qui va juste aider. Parce que quand nous prenons même le volume de la consommation de toutes ces organisations qui nous entourent, c'est le Congo qui offre un grand marché, un grand pouvoir d'achat. Il n'était pas mieux peut-être de nous organiser pour constituer un point d'attraction que tout ce petit pays pouvait utiliser plutôt que de nous offrir aux autres et de ne gagner rien en retour. Oui, vous avez raison. Même dans votre énumération, vous aurez dû aussi citer la Zambie, oui. Avec le Grand Katanga, avec toutes les quantités de maïs qui viennent de la Zambie. Oui. Vous savez, nous, à un moment donné, la situation du Congo était devenue préoccupante, où la production intérieure n'existe même plus. Prenons même l'exemple de la ville de Kinshasa. Où sont les industries à Kinshasa? Le Congo, c'est un pays qui n'est pas industrialisé. Donc, nous devons, avec notre adhésion, faire comme les autres, c'est-à-dire les États voisins, c'est parmi les États qui sont membres de l'EAC, il y a à peu près 4 ou 5 qui partagent les mêmes frontières avec la RDC. Nous devons aussi suivre leur exemple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous devons privilégier l'agriculture. Puisque comme vous voyez, un pays qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, c'est un pays qui est livré à d'autres États. Ça doit être vraiment notre priorité. C'est d'abord atteindre l'autosuffisance alimentaire, accroître la production intérieure. Et c'est en ces moments-là que nous allons diminuer les importations. Mais en même temps aussi la diversification de notre économie. On ne doit pas toujours
compter sur le minerai. Vous savez, le Congo avec les minéraux, à l'époque, la GCAMIL produisait 400 000 tonnes avec une participation à peu près de 70% dans le budget de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 million et quelques tonnes de cuivre. Qu'est-ce que cela rapporte dans le budget de l'État? Mais c'est parce qu'on a tout vendu aux étrangers. Voilà, nous devons arriver à diversifier notre économie. Le Kenya, ce ne sont pas les minéraux, c'est l'agriculture, c'est le tourisme, c'est le commerce et des services. Et c'est ça que nous devons arriver, n'est-ce pas, à favoriser dans notre pays. Mais c'est là la question. Pourquoi n'avoir pas attendu de réaliser cette capacité concurrentielle avant de s'ouvrir? Que de s'ouvrir parce que quel est l'intérêt qu'auraient les investisseurs qui vendent déjà au Congo ce qu'ils produisent à Brazzaville de venir se concurrencer eux-mêmes au Congo? Bon, vous savez, la question est délicate. Oui. Sur le plan économique. Oui. Et on ne peut pas avoir une bonne économie si on n'est pas bien organisé sur le plan sécuritaire. Oui. Et je crois que ce sont les aspects sécuritaires qui ont plus fragilisé notre pays. Oui. Et je crois qu'une fois réglé le problème sécuritaire, le problème de l'économie, nos problèmes économiques vont s'arranger de soi. Oui. Donc les choses vont aller. Et je crois que quand vous prenez la partie Est, avec les conflits armés, qui va aller au champ? Qui va faire l'agriculture? Qui va cultiver, qui prendra ces risques-là pour aller... C'est l'industriel qui peut investir des capitaux. Donc, qui peut amener... Et puis, qui va investir dans cette partie-là? Je crois qu'il faudrait d'abord... La priorité, d'abord, c'est la stabilisation. C'est la situation sécuritaire. Et comme vous voyez parfois, le chef de l'État effectuer des voyages, signer des accords, ce n'est pas aussi facile, mon cher. Ce n'est pas aussi facile. Et je crois que c'est dans cette logique-là où nous devons d'abord arriver à stabiliser le pays sur le plan sécuritaire. Et après, n'est-ce pas, nous allons mettre l'accent sur le plan économique, mais en diversifiant notre économie. Notamment en privilégiant l'agriculture, le tourisme. Puis ces États ont les mêmes atouts que la RDC. Pourquoi eux, ils sont organisés, pourquoi pas nous? Nous devons le faire. Et je crois qu'avec les nouvelles stratégies du gouvernement, on pourra chercher à mettre en place, à asseoir une bonne économie pour notre pays. Mais une économie diversifiée. Et en même temps aussi, faire oublier toujours aux Congolais, puisque nous avons un peu un discours colonial qui nous rend paresseux. Nous sommes un pays riche, nous sommes un pays riche, ainsi de suite. Non, nous devons travailler. Le Congolais doit travailler, nous devons produire. Et en ce moment-là, atteindre notre autosuffisance alimentaire, c'est en ce moment-là que les autres pourront nous respecter. Mais tant que la production intérieure n'est pas encore suffisante, nous aurons toujours un problème. La dernière question, monsieur le professeur, c'est un grand débat que j'ai eu lorsque je passais cette émission avec mon équipe. Ils m'ont demandé si c'était une compétition, la diplomatie congolaise et rwandaise aujourd'hui, qui mène l'autre. La diplomatie... Parce qu'il semble que on tue 2 enfants dans une école au Congo, on attrape 2 militaires rwandais, on présente les effets militaires rwandais, mais tout le monde vous dit qu'il n'y a pas d'agression. Mais il suffisait que 2 bombes tirées par qui, on ne sait pas, atteignent le Rwanda et tout le monde a condamné le Congo et le Congo a même reconnu et a présenté ses excuses. On se demande qui mène qui ou qui prend de l'ampleur sur l'autre. Selon vous, professeur, votre jugement. Merci beaucoup. Vous savez, la vie internationale elle est compétitive. Oui. Et quand nous parlons de la scène internationale, c'est une compétition. Oui. Le fait pour la RDC d'avoir, avec les 2 militaires qui ont été attrapés sur le territoire de la RDC, et d'accepter que ces militaires soient retournés dans leur pays, je crois que c'est un acte de bonne volonté en diplomatie. Oui. Pour prouver que voilà, le Congo a cette bonne volonté de pouvoir coopérer avec les pays voisins. Et vous savez aussi qu'on prend même le droit de la guerre, oui. Hein, n'est-ce pas, avec le droit international humanitaire. Quand il y a quelqu'un qui est capturé, il y a quand même un bon traitement qui doit lui être assuré. Oui. Et en même temps aussi, ce sont des engagements de la RDC, des engagements que nous avons. Alors, dire que c'est une situation de faiblesse, non. Vous savez, il y a parfois des décisions que l'homme politique prend, la population ne peut pas comprendre. On croit que c'est la faiblesse, puisqu'on a subi des pressions. Non, ce n'est pas ça. Mais ce que nous, RDC, nous devons faire, c'est tout simplement d'être forts. Être fort sur le plan diplomatique,
être forts sur le plan militaire et en ce moment-là, les autres pourront nous respecter. Et dans cette compétition, on doit dire qui mène, tout ça. Mais nous aussi, la RDC, nous avons réalisé de très bonnes actions diplomatiques qui ont été saluées. L'adhésion aujourd'hui le fait tout simplement que la communauté est-africaine accepte de déployer une force sur notre territoire. C'est déjà une victoire diplomatique. C'est déjà une victoire diplomatique. C'est déjà quand même un pas. C'est déjà quand même un pas. Et les condamnations qu'on entend à par-ci par-là, même si ce n'est pas trop explicite, en fait, vous savez, en diplomatie, les gens veulent que le gouvernement américain, qu'il y ait le secrétaire d'État américain qui dit bon, nous, États-Unis, nous condamnons le Rwanda. Nous condamnons. Non. La diplomatie a ses expressions, la diplomatie a son langage. Oui. Et je crois que ce qui s'est fait déjà jusque-là, c'est déjà quand même quelque chose de positif. Et que la RDC, il y a déjà cette sensibilité de la communauté internationale au problème du Congo. Il y a déjà cet accompagnement même de la communauté internationale, c'est le produit de la diplomatie. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'on a perdu face au Rwanda, non. Il y a quand même des avancées significatives. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour nous avoir accordé cette interview. Je crois que ceux qui nous ont suivis ont eu beaucoup de réponses à leurs préoccupations. Merci. Quel est le mot d'encouragement que vous adressez aux Congolais? Quelqu'un me dit, Lumumba est mort, il n'a pas laissé le Congo dans cet état. Et Mobutu est parti, il n'a pas laissé cette situation. Mais c'est notre génération qui risque d'emporter le poids historique d'avoir dilapidé le Congo et toutes ses richesses. Quel est le message que vous adressez à la nation, à nos forces armées, à nos autorités, pour que nous puissions, en tant que peuple, conjuguer des efforts et léguer aussi ce Congo tel que nous l'avons reçu de nos aïeux? Merci pour cette question vraiment importante. Oui. Vous savez, quand vous prenez le Congo, l'environnement de 1960 n'est plus le même qu'aujourd'hui. Le Congo est tenté d'évoluer dans un environnement hostile. Et cet environnement hostile exige des conditions, n'est-ce pas, que nous, Congolais, nous devons réunir. La première condition, c'est d'abord, la cohésion nationale. Les Congolais, nous devons être unis. Nous devons soutenir le gouvernement qui est engagé dans cette compétition. Le soutien à l'armée. Et en même temps, comme ça se fait ailleurs, on ne doit pas tout attendre du gouvernement. Les bonnes volontés aussi. La population aussi peut soutenir son armée. Je crois que c'est un élément important. Et en même temps, c'est la détermination, l'engagement de la jeunesse, la pression que la jeunesse peut exercer sur le gouvernement, sur les autorités. Et en ce moment-là, cette pression fera en sorte qu'on ne pourra jamais accepter de perdre même 1 mètre carré dans notre territoire. Puis c'est aujourd'hui, nous perdons 1 mètre carré, demain ça sera 1 km carré, 2 km carrés. Et le pays risque de disparaître. Et je crois qu'il y a quand même cet éveil de conscience. Il y a quand même cette détermination, cet engagement de la jeunesse, du gouvernement, de la population. Et je crois que les choses pourront changer. C'est une période difficile qu'on est en train de traverser. Je vous rappelez à l'époque, la France face à l'Allemagne. Oui. La France qui était dominée par l'Allemagne, mais je crois que les Français ne se sont pas découragés. Prenons cet exemple-là. Soyons unis, défendons notre pays. C'est l'affaire de nous tous et ça demande un engagement national. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'est parce que nous mettons un terme à cette interview et nous espérons que prochainement, vous nous garderez toujours vos portes ouvertes pour nos analyses. Au nom de la science, je suis toujours disponible.